tous, c'est Pierre-Alexandre pour Techno et d'aujourd'hui on va faire le test du Moto Z Play qui est sorti déjà il y a un peu de temps puisque là on commence déjà à entendre parler du Moto Z Play 2 ou Z2 Play exactement. Donc c'est un smartphone avec un Snapdragon 625, une batterie de 3500 mAh, écran AMOLED et surtout qui a la particularité comme le Moto Z, le haut de gamme de chez Lenovo, et bien d'avoir ces petites choses assez sympas qui sont les modules. Alors il y en a quelques-uns, je les ai pas tous, notamment l'appareil photo, il me manque l'appareil photo. Donc il y en a quelques-uns et le but c'est justement de pouvoir utiliser des modules spécifiques qui sont intégrés au smartphone très simplement, comme ce rétroprojecteur et d'avoir quelque chose de très pratique à utiliser. Donc nous avons celui-là, le rétroprojecteur, nous avons aussi la petite batterie externe, donc qui est assez sympa aussi. Et pour finir, nous avons aussi la petite enceinte JBL. Alors pour les tests de ces trois produits, je les ai fait, je ne sais pas encore au moment où je tourne la vidéo, s'ils sont déjà sortis ou s'ils sortent après. Ce qui fait qu'ils vont, je vais arriver, ils vont avoir leur propre test. Donc ça c'est la chose à savoir pour que ce soit le plus facile quand même à découvrir. C'est un téléphone que j'ai beaucoup apprécié tout simplement. Grâce notamment à son autonomie, grâce au Snapdragon 125 plus 3500 mAh, il fallait s'attendre à une autonomie de dingue. C'est le cas. Il a beaucoup d'avantages, surtout qu'aujourd'hui on le trouve à 300 €, ce qui le rend extrêmement intéressant. Et donc justement, on passe tout de suite à la vidéo de présentation que vous aimez bien et ensuite bien sûr au test complet. Au niveau du design, donc là on se retrouve avec à la fois de l'évolution, une réelle évolution, voire une cassure sur certaines choses, tout en restant du Motorola dans le design, c'est-à-dire des choses un peu particulières, des choix un peu particuliers, mais on commence un peu à prendre l'habitude avec eux. On va tout d'abord faire un petit tour du propriétaire. Donc sur la façade avant, en haut, on a le capteur photo, nous avons aussi le haut-parleur qui sert aussi un petit peu à protéger l'écran lorsqu'il est à plat, ou tout simplement pour ne pas étouffer le son. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Ça sert aussi, en fait, il a deux fonctions. Il fait à la fois haut-parleur pour les appels et aussi haut-parleur pour tout ce qui est musique ou notification. On a le capteur photo et on a tout ce qui est capteur luminosité, etc. Juste là, qui est très bien caché d'ailleurs. En bas, nous avons le capteur d'empreinte, toujours aussi moche. Il faut l'avouer, il faut être honnête. Les capteurs d'empreinte de chez Lenovo, Moto G4 et Moto Z Play, ils sont très moches. C'est petit, c'est carré, c'est pas beau. Honnêtement. Ensuite, sur la tranche gauche, nous avons rien du tout. En haut, nous avons le port SIM, donc c'est SIM et SD. Ici, on a l'antenne en plein milieu, on a le micro ambiant. Du côté droit, nous avons droit donc à la touche ici Power. Cette fois-ci, elle est revenue en bas. Donc ça y est, ils sont enfin dit. Ce serait peut-être bien qu'on le mette comme les autres. Et en haut, nous avons les touches volume haut et bas. En bas, nous avons justement ici, alors ça, ils ont fait comme les autres Moto Z, c'est-à-dire toutes les inscriptions ESC, CE, Made in China, le modèle, etc. Ils ont tout mis en bas, ce qui fait que c'est super discret pour le coup, et c'est une excellente idée d'avoir fait quelque chose d'aussi discret. Nous avons le port USB Type C avec l'antenne qui passe par-dessus aussi, ce qui est assez particulier, mais permet de tout mettre au même endroit, ainsi que le port jack.
Donc ce qui fait que de ce côté-là, en fait, ils ont fait un petit peu des optimisations, surtout le côté antenne port USB type C, qui est un peu particulier. Au dos, nous avons droit ici, donc forcément au système ici, justement donc d'accroche des modules. Le M de Motorola, ici c'est l'aimant justement pour mettre les modules, le capteur photo avec dual tone, et à savoir que vous avez aussi un skin qui est mis avec l'appareil qui permet de l'habiller. Justement ce skin est utile pourquoi? Déjà pour ne plus avoir cet effet assez moche de ce capteur photo qui ressort beaucoup, ainsi que de protéger entre guillemets les picots, enfin les connecteurs, et le rendre un petit peu plus design. Il y a une autre utilité aussi, c'est la prise en main. Parce que le truc, c'est que forcément, il a été taillé pour avoir des modules. Ce qui fait que, forcément, ici... Alors, est-ce qu'il va réussir à faire aussi près? Oui. En fait, ce qu'on voit sur les tranches, c'est que c'est un peu coupant. Ça se sent beaucoup à la prise en main directement comme ça. Donc ça, c'est le problème. C'est le gros problème. Et ce qui fait que quand on l'utilise à une main ou même à deux, on va vraiment sentir ce côté coupant. Là où le skin... ici, va permettre de arrondir l'ensemble pour avoir quelque chose de beaucoup plus agréable en main, ainsi qu'avoir un dos un peu plus agréable. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, vous avez le choix. Donc ça, après, à vous de voir, vous pouvez en acheter d'autres. Donc en attendant, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce que nous avons... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce que je trouve au niveau de l'appareil photo, le côté flash comme ça, alors je pense que c'est le côté intégré, ils ont dû faire des concessions, c'est pas très discret. Après, je trouve que ça passe plutôt bien, mais je pense qu'ils auraient pu être plus ingénieux, par exemple, comme Meizu qui a fait un flash autour du capteur laser, et ce qui fait que ça faisait un rond. Pour ceux qui se souviennent du Meizu Pro 6, ça aurait été peut-être bien d'avoir quelque chose comme ça, plutôt que d'avoir quelque chose qui fait... en fait, ça rappelle la Moto 360 avec le bouton menu qui était là. Je pense qu'ils s'en sont inspirés un petit peu. Et ensuite, donc, nous avons le capteur photo. Globalement, après, ce qui choque le plus sur ce téléphone, c'est son épaisseur, surtout avec le skin. On n'a plus trop l'habitude avec cette course à la finesse. Donc, ce qui fait qu'on a un smartphone qui est assez épais, qui est un petit peu imposant. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien sur ce téléphone, par rapport au Moto Z classique, c'est que le Moto, il est en haut. Et ce qui fait que l'écran, justement, il est bien centré sur l'écran. Et ce qui fait que ça, c'est beaucoup mieux. Alors que sur le Moto Z, le haut de gamme, ils ont mis le Moto en bas et l'écran est un petit peu plus haut. Il n'est pas centré, il est un peu plus haut que l'ensemble du téléphone. Il n'est pas symétrique du tout. Ce qui fait que je ne trouve ça absolument pas beau du tout. Là, c'est beaucoup mieux. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a la prise jack qu'on n'a pas sur le Moto Z. Et ça, c'est appréciable aussi. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Pas grand-chose de souvenir. Le Moto Z était mieux intégré là-dessus, sur le type des connecteurs, ce qui fait que c'est plus voyant. De ce que j'avais vu aussi sur le prototype qui tournait lors de la présentation à la soirée, il était très abîmé. Enfin, il y avait beaucoup de griffures, de rayures dues à l'utilisation de modules. Donc, si vous envisagez des modules, faites attention à ne pas trop abîmer. Alors, celui-là, vu que je crois que c'est pas exactement la même chose qu'ils ont utilisé, ce qui fait que ça a l'air de beaucoup moins rayer. Une dernière chose, on peut voir au niveau des traces de doigts, au dos, forcément, ça se voit plutôt pas mal. Heureusement avec le skin, hop, on les fait disparaître. C'est beau ça. Donc voilà. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vraiment, par contre, on peut voir que ça résiste quand même. C'est-à-dire que là, je suis quand même obligé de pousser. C'est-à-dire que là, faut quand même que je pousse un petit peu. Là, c'est un petit peu plus facile, mais ça reste assez résistant. Faut quand même y aller pour le décrocher. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce design? Ça reste du Motorola. Il n'y a pas de grosses nouveautés ou de gros risques. Enfin, quoique, sur le design. Mais ça reste une bonne petite évolution. Je trouve que c'est quand même mieux que ce que nous proposait avant Motorola. Mais ça reste dans la lignée. En fait, ils ont réussi à faire du différent tout en faisant la même chose. Et on reconnaît tout de suite la patte Motorola. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'il soit un petit peu plus... Autant c'est original, autant c'est pas forcément très beau ou très judicieux comme le Moto Z avec le Moto qui est en bas qui fait que c'est pas beau. Mais globalement, déjà, je le trouve plus beau justement que le Moto Z. En plus, il a la jack. Il y a quelques petites choses sympas. L'idée du skin offert dès le départ, c'est vraiment mieux. Vraiment, au niveau de la prise en main, c'est vraiment mieux. Aussi, le smartphone fait 160 grammes, mais ce qui m'étonne, c'est qu'à l'utilisation, j'ai l'impression d'avoir un téléphone qui fait 180 grammes.
honnêtement, je le trouve assez lourd et je trouve qu'il fatigue vraiment, comme moi je le porte ici, le poids ici, je le ressens vite quand le mobile est lourd, et là je le trouve lourd. Donc, ce qui fait que là-dessus, c'est pas extraordinaire. Aussi, je remarque que l'utilisation de l'écran 2,5T est extrêmement limitée. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Hop. Mais on peut voir que le 2,5T est extrêmement léger, voire quasiment, il se voit même pas la caméra. Mais en fait, il n'y en a même pas. Enfin si, mais il est super, super léger. Il est extrêmement léger comme quoi, c'est un peu en train de disparaître. Je pense que c'est juste vraiment pour arrondir un peu, mais c'est extrêmement léger, donc ce qui fait qu'il se voit à peine. Et je trouve ça plutôt une bonne chose pour tout ce qui est film de protection, ce qui fait que ça va couvrir mieux l'écran. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le capteur d'empreinte ici, d'ailleurs on va en parler juste après tant que j'y pense, le capteur d'empreinte ici ressort un petit peu, ainsi qu'on peut le voir le haut-parleur, ce qui fait que forcément quand le mobile est à plat, donc il bouge un tout petit peu d'ailleurs, hop, il bouge un tout petit peu, ce qui fait qu'en fait ça va protéger un peu l'écran de tout ce qui est griffure quand vous le mettez comme ça. Je trouve ça ingénieux, il l'avait déjà fait sur les autres Moto X avant et il le continue. Ça c'est très bien, un peu plus subtil parce qu'avant c'était le haut-parleur où il y avait vraiment une grosse barre qui ressortait, là ça reste plus subtil mais ça le protège toujours autant, donc ça c'est une bonne chose. Le capteur d'empreinte, j'y pense. Donc, ce qui fait qu'il est plutôt réactif. Et il permet aussi de le mettre en veille. Donc, ils agrémentent un petit peu les fonctions. À savoir que, on y reviendra sur l'interface, ça va permettre de le réveiller pour autre chose. J'en parle aussi pour le module, justement, Instashare projecteur. Vous pouvez voir le test. S'il n'est pas sorti, il va sortir. Mais sinon, il doit être déjà disponible. Donc voilà un petit peu pour ce design. Alors voilà, donc en gros, ça reste du Lenovo, ça reste du Motorola plutôt, en un peu mieux et surtout l'ajout de modules et d'un skin permet d'avoir un petit peu plus de variété. Les skins étant un petit peu aussi dans la continuité de ce que proposait déjà Motorola avec les Moto G, c'était Moto G3 et Moto X-Play X-Style où on pouvait changer le dos, enfin on pouvait avoir un dos un peu différent pour chaque mobile. Là, ce qui est bien, c'est comme c'est modulaire, on peut acheter juste un dos un peu différent et ça c'est plutôt cool. Donc ce qui fait que je trouve que c'est plutôt réussi, c'est mieux réussi que le Moto Z, il est agréable et le fait d'avoir un smartphone épais permet d'avoir une bien meilleure prise en main. On va parler maintenant de l'interface, donc autant à sa sortie, quand il est sorti, il était en 6.0, ici on est passé en 7.0, donc déjà on a toutes les nouveautés par rapport à ça. L'autre ajout un petit peu particulier fait par Motorola, c'est qu'autant en 6.0, la première fois qu'on connectait les modules, il fallait qu'on les fasse détecter nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on dise quel est le module, quel est ce module, qu'est-ce que tu me présentes. Autant ce qui est bien là, c'est qu'il le détecte automatiquement, donc je n'ai jamais eu besoin de dire quel était le module en question. Donc ça déjà c'est une bonne chose et ça permet de simplifier encore plus la vie aux utilisateurs. En soi après, est-ce que Motorola a fait des grosses modifications derrière? Non, on va juste avoir l'aide de l'utilisation de l'appareil. Ensuite, nous allons avoir, donc ça c'est pas forcément utile, boîte à outils SIM, donc là forcément j'ai plus de SIM, mais en gros, je crois que le modèle que j'ai d'ailleurs, il est multi-SIM si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc moi en plus j'ai le modèle, en fait il faut savoir qu'en plus de ça vous avez un modèle multi-SIM, donc ce qui fait que vous avez deux boîtes à outils SIM s'il faut. Je me répète beaucoup. Motorola après ils ajoutent très peu de choses à chaque fois, donc ce qui fait que là c'est surtout moi, surtout mes applications. Qu'est-ce qu'ils ajoutent en plus d'Android pur? Ça va être Moto comme d'habitude. Donc là ça va être la personnalisation. Donc voilà, passez en mode main libre, écoutez vos appels en SMS lorsque vous êtes au volant, je réagis au mouvement, je vous écoute et je rends les notifications visibles d'un clin d'œil, sachant que par défaut beaucoup sont déjà présentes. Donc c'est-à-dire on va avoir l'ambient display, enfin non c'est l'AC display normalement, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Et en gros, quand vous allez, par exemple, je vais le laisser comme ça, et normalement, il doit se réveiller. Voilà. Donc on a déjà de notifications et par exemple on peut directement le déverrouiller comme ça. Avec le lecteur d'empreintes c'est un peu moins utile mais je trouve ça vachement utile sur les anciens. Le fait qu'il y ait le lecteur d'empreintes, si vous l'enregistrez, vous avez l'interaction qui est moins intéressante par rapport à avant. On pouvait directement aller sur la notification qui nous intéressait, ça l'ouvrait directement. Là ce n'est plus possible. Ensuite nous avons tout ce qui est geste qui peut être intéressant. Donc balayer, donc si hop, utilisation une main. Donc par exemple si je fais ça, glisser du bas vers le haut. Voilà, donc apparemment ça permet de faire ça en gros.
Donc voilà, ça peut être la petite chose. Ça, j'avais pas vu qu'ils avaient ajouté ça. Donc ensuite, on peut retourner pour ne pas déranger, secouer pour la capture rapide. Bon, c'est pas terrible. Ah oui, j'ai tranché. Là, il faut que je fasse comme ça, je crois. Allez. Et secouer. Là, j'ai lancé la caméra. Et normalement, attendez. Parce que normalement... Je sais pas comment ils disent, je sais pas comment ils veulent... Ah oui, mais c'est ça, capture rapide, voilà. Ça lance l'appareil photo, je pense à autre chose. Mais c'est, voilà, c'est les petites choses. Est-ce que c'est intéressant? Pour moi, je trouve que non. Moto Voice, je veux bien, mais après, ça va être pour les petites choses supplémentaires. Mais on a déjà Google Now, donc en soi, ça va pas forcément être réellement plus utile que Google Now. Donc ça, c'est la petite chose. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? On est à l'état moto. On a les motomodes, donc non. Netflix, non, ce n'est pas inclus, mais fortement recommandé. Ensuite, motomode, donc là, c'est un raccourci pour vous présenter les différents motomodes, donc notamment ceux que j'ai testés, plus celui aussi qui permet de faire, en fait, d'avoir un zoom optique. Donc voilà, c'est surtout ça. Après, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés sur leur page. On a ça que j'ai pas pu tester malheureusement. Moto Power Pack et Incipio. C'est quoi la différence? C'est la même chose. On va regarder en même temps, je ne suis curieux. Bon, je ne sais pas exactement quelle est la grosse différence. Hop, ça se trouve, c'en est un autre en fait. J'ai l'impression. Ah voilà, d'accord. En fait, c'est celui de Motorola. Et il y a aussi celui de Incipio. D'accord, donc c'est juste ça. Hop. Bref. On va repasser ici. Donc ça, voilà, c'est juste pour en apprendre plus sur les motomodes disponibles. Ça peut être intéressant quand il y en a des nouveaux qui sortent. Mais pour l'instant, ça se bouscule pas. En attendant, ceux qui sont sortis déjà sont plutôt pas mal. Et je vous conseille encore les tests que j'ai fait dessus. Ce qui arrive ou qui vont arriver. Ensuite, Bah voilà, on a fait le tour au final. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on a du Google avec juste 2-3 applications Motorola comme d'habitude, ce qui fait que ça reste très léger. Il y a très peu d'ajouts de la part de Motorola, et ce qui est une bonne chose aussi. En fait, on a surtout, ça met en avant surtout les motomodes. Donc je l'ai déjà montré lors de la prise en main, comment ça fonctionne, et je le montre aussi dans les tests de ces modules-là, que je vous conseille de regarder, ce qui fait que justement on a Motomode ici qui permet de savoir donc quel motomode est branché, combien il a de niveau de batterie. C'est surtout ça, et de permettre aussi de les mettre à jour. Globalement, qu'est-ce que j'ai à dire de l'expérience de Motorola là-dessus? J'ai pas grand-chose à dire, ça tourne très bien. Il y a... Hop, ici on a tout effacé qui est tout au fond, d'accord. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est fluide, c'est efficace. Au niveau, je crois que c'est surtout, on est encore que en 7.0. Par contre, au niveau du nœud correctif fin, on commence à être un peu en retard. C'est un petit peu le truc qui est un petit peu le dommage chez Lenovo, c'est qu'ils sont presque parfaits sur le suivi en mode presque pixel, sauf qu'il manque, c'est pas encore parfait au niveau des mises à jour, notamment au niveau des petites mises à jour de sécurité. Alors après, il y en a très peu qui le font, honnêtement, mais ça aurait été bien, ça aurait été le petit plus qui rapproche un peu plus de tout ce qui est Pixel Nexus qu'on a bien connu. En tout cas, voilà, au niveau de l'interface, pas grand chose à dire, ça reste de l'Android pur avec les applications Google. Et globalement, ça marche très bien. Il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire. Ils ont ajouté 2-3 petites fonctions pour eux, tout simplement. Mais ça reste toujours très léger. Ce qui est plutôt bien, en fait, c'est qu'on a toujours une très bonne expérience avec eux. C'est toujours bien optimisé et c'est le principal. Au niveau de l'écran, donc là, on est sur un écran 5.5 pouces. AMOLED et 1080p, donc en soi c'est un très bon ensemble, 1080p étant largement suffisant, de la 2K surtout sur un Snapdragon 45, ça ne sert à rien, et pour ceux qui en veulent, il y a le Moto Z, ce qui fait que l'écran lui-même il est plutôt pas mal justement, donc déjà première chose on va regarder au niveau de la luminosité, ce qui est bien c'est que c'est aller large, au minimum ça reste suffisant même en plein noir et au maximum
c'est très lumineux, ce qui fait qu'en plein soleil, ce sera tout à fait correct. Ensuite, le mode couleur, on en a deux. On a couleur normale et couleur saturée, éclatante. Donc là, hop, on va baisser un petit peu parce que ça est un petit peu trop pour vous. Donc saturé, c'est un petit peu trop quand même, forcément. C'est le but du saturé. Ce qui fait que c'est flatteur au départ, ça fait forcément un peu un effet waouh. Mais on est loin de ce qui est... c'est saturé, quoi. Donc forcément, loin de la réalité. Par contre, quand on est en mode normal, le problème, c'est que c'est les blancs qui prennent un petit peu un coup dans la gueule et on a quelque chose qui est un peu plus gris, un peu plus jaune. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau forcément des angles de vision, on va être très bon. Donc ça, c'est une bonne chose. Les couleurs, voilà, pareil, donc là je le dis, en fait en mode normal c'est vraiment les blancs, mais sinon globalement l'écran est bien, c'est pas le meilleur, mais c'est loin d'être le pire, il est tout à fait correct. Et c'est surtout agréable d'avoir le retour de la molette, notamment pour l'ambient display, si tu veux bien te montrer, et non, mais je l'ai montré, voilà, bah, on vient de le voir. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur cet écran, il n'y a pas grand chose à dire en soi, hein. L'écran est plutôt bon, on a un bon AMOLED. Reste à voir est-ce qu'il va y avoir du burn-in. Je ne suis pas sûr à l'heure actuelle, je pense que la technologie a assez évolué, ça peut encore exister honnêtement, mais ça a bien perdu. Ce qui fait que c'est fluide, c'est agréable, et bah, globalement pour les yeux, ce qui est bien c'est que c'est assez reposant, c'est pas du tout un écran agressif, donc c'est une bonne chose. Bon, vous l'aurez sûrement remarqué, vous êtes sur la partie son de ce test. Et donc là, on vient de tester au niveau de la prise jack, qui est cette fois-ci en dessous. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose au niveau du placement. Mais donc, qu'est-ce que ça vaut en réalité? Eh bien, je trouve que la puce son est plutôt pas mal, en fait. Après, donc on est sur une puce qui est seulement une Snapdragon 625. Et donc, ce qui fait qu'on est un peu limité. Maintenant que j'ai aujourd'hui comment dire, que j'ai testé les KZ ATE et les KZ ZST qui sont assez différents. Et bien par exemple, si vous êtes intéressé, pour ceux qui ont vu mes tests, les KZ ZST ne seront pas adaptés. Pourquoi? Tout simplement parce que la puce en elle-même, alors c'est pas le mobile, c'est vraiment la puce, n'a pas une assez bonne dynamique. Ce qui fait que pour tout ce qui est gros casque ou écouteurs qui sont vraiment très dynamiques, qui vont pouvoir aller très très loin dans les basses et dans les aigus, eh ben, il n'arrivera pas à suivre. Donc ça, c'est un petit souci qu'on pourra avoir par rapport à ça. Donc ce qui fait que je vous déconseille de prendre les KZ ZST ou tout ce qui est vraiment très très dynamique parce que l'appareil ne pourra pas les gérer. Au niveau du son lui-même, au niveau de la signature, c'est quand même assez neutre. On a quand même une petite dominance au niveau des médiums qui ont tendance à ressortir. Donc voilà. Donc si vous voulez acheter des écouteurs avec et vous n'avez pas encore, hop, non, ça tu viens après. Eh bien, il faudra plus aller sur les KZ ATE en général, ou des appareils qui sont un peu moins dynamiques pour pouvoir les utiliser pleinement sur ce Moto Z Play. Si vous voulez vraiment quelque chose de vraiment bien, il faudra plus aller du côté du Moto Z tout court. Au niveau du haut-parleur, donc là, ce qui est bien, ils reprennent l'idée qu'il y avait déjà depuis les Moto X, où tout est en façade, et notamment le Moto X-Play déjà qui était comme ça, où le haut-parleur de façade fait office aussi de haut-parleur tout court, ce qui est en soi déjà une bonne idée, puisqu'on a directement le son directement en façade. Donc quand on regarde une vidéo, ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas avoir le son qui va partir comme ça, mais qui va vraiment venir vers nous. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose, ce qui fait que si on le teste... En plus, il est plutôt puissant. Donc voilà un petit peu un petit exemple. Alors ce qui fait que forcément au niveau des basses c'est un petit peu en retrait aussi comme tout haut-parleur, mais il est plutôt bon je trouve. Il est dans la bonne moyenne, il se défend plutôt bien. Si on va chercher quelque chose d'un petit peu plus rock, on va aller chercher... Non, oh, ça c'est pas très rock. On va aller chercher du côté... C'est vraiment correct, ça reste assez clair.
On sent quand même que les voix sont mises en avant, mais c'est quand même assez clair, les basses sont un petit peu représentées, donc ça pourrait être vraiment pire, ce qui fait que c'est plutôt une bonne chose. Donc ça c'est une bonne chose. Après, pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi le Motomod JBL justement, que j'ai testé, qui est normalement déjà sur la chaîne, qui a déjà été testé, qui est la sortie est déjà sortie, le test est déjà sorti, donc je vous conseille d'aller regarder, même si j'ai pas été réellement emballé pour plusieurs raisons, reste que ça reste meilleur bien sûr que ce petit Motomod. Donc en soi c'est plutôt pas mal, hein. Il y a des bonnes idées, mais voilà, la puce forcément pour tout ce qui est gros casque qui a une très grosse dynamique, ce sera pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau de la photo, alors là, qu'est-ce qu'on peut en penser de la photo? La photo est plutôt pas mal, on peut même sortir quelques très bons clichés, comme celui-là par exemple. Je vais ressortir un petit peu. Donc vous avez bien sûr l'album qui est dans la description, qui permet de voir les images pleines et entières, surtout si vous êtes sur PC, c'est ce qui sera le plus parlant. Mais par exemple, cette photo était vraiment pas mal quand on va être sur tout ce qui est plein jour. On va pouvoir faire vraiment des très belles photos. Là par exemple, on a une photo qui a des très belles couleurs déjà. Bon, forcément, il faisait plein soleil. On a quand même pas mal de détails. Alors là, on sent que ça manque un petit peu. C'est pas là-dessus qui a été fait, en fait, le focus, forcément. Mais on voit que le rendu est plutôt pas mal. Si on regarde ici, au niveau des détails, si on va zoomer un peu, c'est plutôt pas mal. On reste quand même sur du milieu de gamme, hein, forcément. Ce sera pas forcément extraordinaire. On va regarder, par exemple, la moto. Ici, si je zoome, on va pouvoir voir... Est-ce qu'on peut voir des choses ici? Non, ce sera par exemple pas assez détaillé. Donc ce qui fait que ce sera un petit peu limité, mais on a quand même plutôt quelque chose de très correct. Forcément, quand on va aller sur quelque chose d'un petit peu moins lumineux, ça va commencer un petit peu à se casser la gueule, mais il arrive quand même à réussir à garder pas mal de détails. Donc ça, quelque chose qui est assez sympathique. On va faire un petit peu les photos de fleurs, hein, parce que moi j'aime bien les photos de fleurs, donc tout ce qui est un peu... macro, etc. Et je trouve que là, les détails sont plutôt pas mal. Surtout quand on est en plein jour, c'est vraiment là son point fort. Là, par exemple, ça va être un petit peu hop ici. Donc, il fait un peu sombre. Là, on voit forcément que il y a un peu moins de détails, mais ça reste correct. Là, par exemple, il n'arrive pas du tout à lire. J'arrive pas à lire ce qu'il y a décrit. Au loin, ici, bah, c'est un peu flou. J'avais dû faire, je sais plus où est-ce que j'ai fait je sais plus où est-ce que j'avais fait le zoom, je crois que j'ai laissé tel quel. Non, ça on s'en fout. On va regarder, voilà, par exemple ici aussi. Ça c'est plutôt pas mal. Après, par exemple, là j'y repense. Là c'est ce qu'on voit justement, c'est qu'au niveau du focus, ce sera vraiment... On va avoir un focus qui, le minimum en fait, va être assez loin. C'est-à-dire que clairement, je pense qu'il faut à peu près une vingtaine de centimètres pour avoir un focus vraiment net. À moins, il va pas réussir à faire lui-même le focus. Donc ça, c'est la chose à voir. Là, par exemple, on est quand même sur du sombre. Et là, on voit quand même que là, le capteur commence à être un peu limité. Ça commence à être de moins en moins précis. Parce que bah, c'est pas très lumineux, justement, là où je l'ai pris. Là, on va partir du capteur de façade. Donc en plein jour, on peut voir qu'au niveau du détail, c'est plutôt correct. On peut voir que j'ai une belle barbe. Ce qui fait que ça reste assez correct globalement. On a plutôt, en termes de selfie, on a quelque chose qui reste assez sympa. Je sais plus si j'en ai fait d'autres, des selfies. Non, je ne crois pas. Mais bon, globalement, c'est un appareil photo qui je trouvais pas mal. Bah tiens, on a une photo ici. On a pas mal de détails. On peut voir au niveau des poils. Donc c'est globalement correct. Il y a un peu de lissage, j'ai l'impression, parce que j'ai pas une peau aussi belle normalement. Mais non, c'est globalement correct. On est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc un appareil photo qui est loin d'être parfait forcément sur sa gamme, mais qui comblera la plupart des utilisateurs. Pour ceux qui sont un peu plus... qui demandent un peu plus, forcément dans cette gamme-là, on trouvera d'autres appareils qui seront peut-être un peu mieux, notamment je pense à l'Asus Zenfone 3, qui est un petit peu moins cher, mais ça reste pas mal. Le module, il y a aussi un module photo, il faut le rappeler. Module photo qui permet un zoom optique x10, mais par contre je ne l'ai pas eu. Donc après à vous de voir. On peut aussi faire des vidéos jusqu'en 4K, donc ça c'est une bonne chose, tout en 30 fps, il n'y a pas de 60, mais en 4K quand même. Donc ça permet aussi de faire des vidéos qui seront assez détaillées et qui seront vraiment pas mal, donc là-dessus, voilà. Ah oui, en basse luminosité aussi, donc là j'ai fait sans flash. Là on voit vraiment les limites du capteur, on sent qu'il commence à avoir du mal à avoir une photo très nette. Heureusement le flash lui est plutôt pas mal, mais on voit quand même qu'il a un peu du mal, on sent que c'est pas très très net, hein. On sent qu'il y a un petit peu de flou, il a du mal à gérer. Là, on peut voir une photo derrière chez moi. Hop. Donc voilà un petit peu le résumé de ce capteur. Donc ce qui fait que c'est pas parfait, notamment le fait qu'il n'y ait pas de stabilisation optique qui est de plus en plus répandue. Et par exemple, le Zenfone 3, lui, le propose. Donc ce qui fait que par exemple en vidéo, c'est là où il va être le plus limité.
Ce qui fait que voilà un petit peu en photo ce que ça donne. C'est pas parfait, mais je le trouve correct, je le trouve quand même suffisamment bon pour pouvoir faire des belles photos. On va parler un peu d'autonomie, c'est un peu ce qui fait la force de cet appareil, notamment grâce au Snapdragon 625 qui en sont un très très bon SoC qui est très économe, hein, pour rappel, il est gravé en 14 nanomètres, 8 Cortex A53 et clairement, c'est du très bon. Il a quand même une batterie de 3500 mAh, soit 900 de plus que le Moto Z normal avec un 820, ce qui fait que en termes d'économie d'énergie, c'est bien meilleur, ça maîtrise bien mieux l'énergie. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Quelle est son autonomie? Eh ben, ça fait au moins 10 heures. Au moins 10 heures. 10 à 12 heures écran allumé, sachant que je fais beaucoup de jeux en ce moment, mais j'essaie justement de limiter. Et ce qui fait que si on regarde, hop, ici, donc déjà sur YouTube, par exemple, le Swift 2X, qui lui, avec un Snapdragon 430 et une batterie de 3000 mAh, fait 6 heures, tandis que le Moto Z Play fait 13 heures sur YouTube. 13 heures, c'est énorme. 13 heures, c'est le meilleur score que j'ai à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'équivalent. Le pire étant que c'est bien sûr sans le petit motobone Incipio, la petite batterie pack. Et donc en utilisation réelle, voilà, je fais à peu près 10 à 12 heures, donc en moyenne 11 heures, ce qui est plutôt bien. Le meilleur que j'ai fait, c'est quand même avec le motomode Incipio, qui lui permet de recharger environ 40% de la batterie de l'appareil. Donc de ce Moto Z Play, ça sera forcément plus sur le Moto Z normal. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec environ, et là j'avais fait beaucoup de jeux, pour le coup j'avais fait 3 ou 4 heures de jeu, j'ai fait, et sans le recharger bien évidemment, j'ai fait 16 heures. 16 heures écran allumé. Donc c'est quand même énorme, hein. Bon, après il y a beaucoup de choses qui jouent aussi en sa faveur. Le fait qu'il ait un écran AMOLED, le fait qu'il ait un Snapdragon 625 qui est très très économe en énergie. Je rappelle quand même qu'avec le, hop, on va le voir ici, avec, hop, ici, Zenfone 3, le Zenfone 3 il est là, 6h40, 5h30 à 6h avec... j'ai même fait le mieux que j'ai fait, c'est 8 heures avec le Zenfone 3 normal qui est en 625 aussi et qui a une batterie de seulement 2650 mAh. Donc forcément avec 3500 mAh, on est sur une très très bonne autonomie. Donc pour ceux qui sont amoureux de l'autonomie, c'est clairement, très clairement l'un des meilleurs smartphones à l'heure actuelle qu'on peut trouver en France. Il y en a bien sûr aussi en import par exemple, mais là pour le coup ce qui est bien c'est qu'on a une très grosse autonomie à un prix qui est à l'heure actuelle abordable, bien plus qu'à sa sortie. Et qui en plus de ça a beaucoup d'autres qualités, donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est on commence enfin à avoir des smartphones qui sont très bons en étant très autonomes, et c'était assez rare. Par exemple, ceux qui étaient très autonomes aussi, c'est du côté Xiaomi, Xiaomi avec les Redmi Note ou les Redmi 4, Redmi 4 notamment, qui a un Snapdragon 125 aussi, qui a une batterie de 4000 mAh, mais ça reste de l'import. Là, ce qui est bien, c'est qu'on l'a en France, et ça, c'est quand même assez rare pour le dire, mais là, pour le coup, on a quand même un très bon smartphone avec un bon capteur photo, un bon écran, etc., qui est en France, et ça, au moins, ça a le mérite d'exister, et il faut que ça perdure, puisque on est de plus en plus utilisateurs de smartphones, et si on peut éviter de recharger tous les jours, ce serait bien. Donc voilà, déjà, ça reste un très très gros point pour le coup. Voilà. Et je rappelle aussi les 11 heures écran allumé que j'ai fait, ou les 16 heures que j'ai fait écran allumé. C'était vraiment sur 2 jours pour le coup. Oui, je suis un très très gros consommateur de smartphone. Au vu de mon boulot, je peux faire deux choses en même temps. Et c'est quand même assez agréable, ce qui me permet quand même pas mal de liberté. Mais pour ceux qui ne peuvent pas forcément l'utiliser au travail, dites-vous bien, vous allez pouvoir durer 2, 3, voire 4 jours sans devoir le recharger avec la batterie Incipio, peut-être même plus. Au niveau des benchmarks, donc là avec Android 7.0 on gagne un petit peu en score puisque normalement ça fait à peu près 4000 points, là on est sur 4200 points, donc une légère amélioration, donc ça déjà c'est une bonne chose, aussi on est en 5.5. En termes de résistance dans la durée, on va dire en faisant plusieurs tests, il n'y a pas besoin de le faire en soi, en mieux il perd 10%, mais le Snapdragon 625 est ultra stable. Donc ça, c'est une excellente chose, ce qui fait que forcément, vous allez très peu le sentir chauffer, peut-être un peu en photo, voire un peu en jeu, mais ça reste très rare. On peut voir qu'il est quand même supérieur au Snapdragon 820, qui est censé être le haut de gamme de chez Qualcomm. Alors, bon, il y a d'autres choses sur Qualcomm qui sont meilleures, mais sur la partie processeurs, partie CPU, il n'est pas extraordinaire. Ce qui fait que si on regarde par rapport au Note 7 avec le 4090, maintenant on a le Mate 8 et le Snapdragon 835, etc., qui font plus de 6000 points, qui font 6200 points, mais n'empêche que ça reste un excellent score pour du Octo-Core Cortex A53, donc normalement c'est du bas, au niveau de l'énergie c'est de la basse consommation, voilà j'y arrive, donc ce qui fait que pour 4000
200 points avec des cœurs uniquement basse consommation, ça reste très bon. Donc après, à voir face au P20 ce que ça vaut réellement. Mais néanmoins, c'est un très bon processeur et ça sent au jour le jour. Ce qui fait que sur l'utilisation en réel, on est juste un petit peu moins bon que notre ami le Snapdragon 820. J'avais pu le vérifier avec le Asus Zenfone 3 contre le Zenfone 3 Deluxe. Au niveau de GFX Bench, alors là, donc, on est sur un score aussi qui est très bon, puisque déjà en termes de consommation, c'est seulement 4%. En moyenne, je suis entre 10 et 15%. Pour rappel, ce test, ça dure une demi-heure. Ça teste que la partie processeur graphique, qui est l'Adreno 506. Et là, il consomme très peu, forcément, ce qui fait que là-dessus, on est déjà sur un excellent score pour les joueurs, les gros joueurs. Enfin, pas forcément les gros joueurs, mais ceux qui jouent longtemps. Et bien déjà, ça va être une bonne chose. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer très longtemps. On peut voir au niveau du benchmark, il est ultra stable aussi, à 425 frames. Alors, même si on a cette courbe-là, on peut voir c'est 423. Donc attention, ça a perdu 2 frames. Mais en soi, là, on est sur quelque chose d'extrêmement stable. 425 frames, c'est pas forcément beaucoup. On va le voir tout de suite. Mais ça reste correct. Surtout qu'on voit entre ceux qui sont en 2K, etc. Hop, on va aller chercher ici. Donc là, on a le Redmi Note 4 qui est aussi en X25, en Snapdragon 625 plutôt. Le Zenfone 3 qui lui aussi fait aussi, forcément. Si on regarde, là on voit tout ce qui est Snapdragon. Là on peut voir que par exemple c'est pareil que le Snapdragon 808 du Xiaomi Mi 4C. On peut voir aussi que c'est la même chose que le S7 en Exynos 8890, mais en 2K. Le A5 2017 qui lui avec un Mali T830, lui il est un petit peu meilleur. D'ailleurs que vous aurez bientôt le test. D'ailleurs oui, le HomeTom HT10 qui est le même que par exemple le Apollo Lite. J'arrivais, un Helio X20, voilà j'arrive. Qui fait à peu près dans le même score normalement. Le Apollo Lite lui fait mieux, lui il fait 700. Donc lui sans perte d'énergie. Le Redmi Pro 500, le MX6 511. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? Le Snapdragon 650, le Mi Max 555, 1080p aussi. Nous avons ensuite... qu'est-ce que nous avons d'autre? Meizu Pro 6S, oui, donc c'est le Pro 6, oui. Là, on peut voir le Wily Fox Swift 2 Plus qui, lui, est en 720p, 607 frames. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Huawei Mate 9 Pro, donc lui avec le Kirin 960, 622, donc là forcément on va être sur quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus performant, et là c'est en 2K aussi. Si on regarde un petit peu en dessous de ces scores-là, on a le Yumi Plus E qui est avec le Helio P20 justement, le Vernetor avec 400 frames, mais en 720p aussi, Yumi Z, 400 frames. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Zenfone 3, ça on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser d'autre? Le Moto X-Style avec le Snapdragon 808 en 5.7, 363, donc c'est-à-dire qu'il est moins bon. Bon, il est aussi en 2K. Verne Apollo 350 en 2K aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Meizu Pro 6 317 forcément. Idol 4S en 2K aussi que j'avais pu tester 314, donc un peu en dessous. Ce qui fait que ça reste très correct. Après ce sera plus au niveau des effets où là on va avoir une différence. Et on va voir quelque chose qui justement... au niveau des effets surtout, dès qu'il va y avoir des gros graphismes, c'est là où ça va un petit peu buter, on va regarder ça. Mais pour la plupart des jeux, il n'y aura aucun problème. Au niveau de la mémoire, donc là on est sur une mémoire qui semble en tout cas être choisie du côté de Lenovo, une mémoire eMMC 5.1, on le voit au niveau des scores, donc ce qui fait que en lecture séquentielle on est à 240 mégabits par seconde, en écriture séquentielle 73 bits par seconde, en lecture random là on est IOPS, donc on est à peu près 10 000, en écriture 10 000 aussi. Ce qui fait qu'on est sur des scores à peu près corrects, sans être extraordinaire, ce sera largement suffisant. Il faut savoir par exemple le Zenfone 3 lui utilise de la eMCP qui est beaucoup plus rapide en l'écriture et aussi en lecture-écriture aléatoire. Ce qui fait que bon, on est sur des scores qui sont dans la moyenne, qui sont pas dans les hauts de gamme, on n'a pas de l'UFS pour le coup, là on a de l'eMMC, ce qui fait que ça reste moins performant. À l'utilisation, ce sera peut-être dans le temps, on le verra surtout, ça va être surtout dans l'écriture comme c'est mis là, où il va y avoir quelques petites faiblesses, mais globalement ça reste correct. On reste en deçà, mais ça reste tout à fait correct. Au niveau des jeux, donc là on est sur un Adreno 506, qui est en soi une puce milieu de gamme, qui reste moins bon que le Snapdragon 652 par exemple.
mais qui reste une puce tout à fait correcte pour la plupart des jeux. Donc ça, il faut bien le prendre en compte, hein. C'est-à-dire que vraiment, à part les gros gamers, la plupart des joueurs n'auront besoin que de cette puce-là. Donc clairement, on ne va pas avoir besoin de plus, et comme on peut le voir, ça reste tout à fait fluide sur un petit jeu. Donc là, c'est Battle Day, pour ceux qui seraient intéressés, qui est un nouveau jeu d'ailleurs que je découvre en même temps, mais qui permettra sans problème, et dû aussi au fait que l'appareil n'aura pas tendance à chauffer, ce qui est plutôt une bonne chose. Hop, voilà. Hop. Donc ce qui fait que voilà, Battle Bay, là on peut voir que ça tourne très bien, donc pas de soucis particuliers de ce point de vue-là. On est sur un appareil qui est assez fluide de ce point de vue-là. Donc là on se retrouve sur Real Racing, donc là que vous connaissez bien maintenant. Donc c'est quand même un jeu qui a tendance à prendre des ressources, je me mets bien en face de la caméra. Donc ce que je peux dire c'est que c'est fluide en tout cas déjà d'une première chose. Alors on va voir un petit peu plus loin sur la course. Mais là, c'est un jeu qui est plus gros. Là, on peut voir quelques ralentissements dus au fait qu'il y a quelques effets qui s'affichent et pas mal de concurrents aussi affichés. Donc ça, c'est la première chose. Mais on peut voir que ça reste tout à fait fluide, puisque justement la puce déjà n'a pas tendance à chauffer, justement parce que elle est finement gravée et que ça reste une puce qui n'est pas très performante en soi. Mais elle est suffisante pour faire tourner la plupart des jeux, ce qui est quand même une bonne chose, même une très bonne chose. Donc là, on peut le voir, hein. Il n'y a pas de souci particulier. J'ai quelques petits micro-ralentissements au moment de l'effet en fait, de lever de sable par un concurrent, mais c'est tout. Ce qui fait que vraiment, pour la plupart des jeux, à part des gros jeux récents, il n'y aura pas de souci particulier. C'est ça aussi la force de ce processeur. C'est que comme tout le monde a besoin, enfin tous les constructeurs ont besoin que ça tourne sur un maximum d'appareils, bah forcément, on va pas avoir de problème de ce point de vue-là. Ça va être très léger, ça va pas être vraiment perturbant en termes d'expérience utilisateur. Et en plus de ça, l'autre avantage, c'est que la puce chauffe très peu, ce qui fait que ça ne se ressent pas du tout à l'utilisation. Donc là, on se retrouve sur Unkilled. Donc là, on peut voir par contre, ça manque un petit peu de fluidité, qui est lui un petit peu moins optimisé que Real Racing. Il est un petit peu plus récent, il demande un peu plus de ressources, il y a aussi beaucoup plus de choses à afficher. Donc là, on va voir. Donc là, on sent quand même qu'on est un petit peu à la limite des 30-24 FPS. On peut voir quand même que ça reste stable. On sent que c'est pas extrêmement fluide, mais c'est stable, quelles que soient nos actions. On va voir un petit peu. On peut voir là, on sent que ça manque un peu de fluidité, on est loin des 60 FPS, dès qu'il y a un petit peu de choses à afficher. Mais ça reste correct, ça reste jouable. On peut voir qu'on peut enchaîner très bien au niveau des tirs. J'ai aucun problème particulier et qu'il n'y a pas de ralentissement particulier. Donc ça veut vraiment dire que la puce est vraiment très stable. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, que penser de ce smartphone? Que penser du Moto Z Play? Moi, c'est un smartphone qui me plaît beaucoup, dans le sens où il réunit quand même pas mal de bonnes fonctionnalités. Déjà, on a cette partie modulaire, quelque chose qu'avait tenté LG et qui a été raté pour le coup, et quelque chose qui a réussi à concrétiser Lenovo, je trouve, beaucoup mieux que LG, notamment parce qu'en fait, ils utilisent justement cette partie dorsale avec ce côté aimanté. Donc, qui est repris du projet ARA, puisqu'ils ont repris Motorola, ils ont racheté Motorola pour rappel, et ce qui fait qu'ils ont repris en fait cette partie du projet ARA qui reste intéressante. Et ils ont utilisé le dos, qui est vrai, c'est une bonne solution, pour pouvoir changer à chaud de module et pouvoir en mettre, d'ailleurs que vous voyez ici, pour rappel. Donc ce qui fait que ça déjà c'est une bonne chose et ça a été plutôt bien travaillé, surtout le fait d'avoir justement un milieu de gamme et un haut de gamme qui permettent de les utiliser. Le fait qu'en plus de ça, ce soit disponible sur 3 générations. Vous pouvez regarder d'ailleurs les tests de ces 3 modules. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Ensuite, l'autre bonne chose, c'est d'avoir inclus un Snapdragon 625. Alors ça, c'était logique pour du milieu de gamme. Mais aussi, surtout, une batterie de 3500 mAh. D'ailleurs, c'est le plus bizarre, c'est qu'au final, on a la plus grosse batterie sur le milieu de gamme. Et sur le Moto Z normal, on a une toute petite batterie parce qu'ils ont fait la course à la finesse. On a aussi le retour du jack qui est perdu sur le Moto Z. Donc ça, c'est aussi une bonne chose.
Globalement, la construction est correcte. Surtout à l'heure actuelle, au moment où je fais le test, on a le prix aussi qui commence à être intéressant, puisqu'il est aux alentours des 300 euros. Donc là, vraiment, on a un appareil qui est très équilibré, pour un prix tout à fait correct. Alors, entre-temps, il y a peut-être encore d'autres meilleurs deals qui sont apparus, mais néanmoins, déjà, ça devient intéressant. Très intéressant même, puisque déjà, ça va permettre aussi d'avoir une accessibilité au module beaucoup plus facile. Puisque bon, il reste assez cher. D'ailleurs, c'est un peu le défaut de cet appareil, c'est les modules en eux-mêmes qui sont eux assez chers, mais qui restent, pour ceux qui veulent rester chez Lenovo, un choix dans le temps surtout. Que dire d'autre? Alors moi aussi je préfère le Moto Z. L'autre chose pour laquelle j'aime bien ce Moto Z, c'est son design, parce que autant le Moto Z, déjà on perd le jack, on a une trop grande finesse à mon goût, une finesse inutile, mais surtout en plus le Moto qui est là, que je trouve pas dégueu en soi, sur le Moto Z il est en bas et l'écran est décentré en fait, il est un peu relevé, il n'est pas au centre de l'appareil, ce que je trouve très bizarre, ce qui a été remis correctement sur ce modèle là, ce que je trouve beaucoup mieux. Ce qui fait que globalement, on a un appareil qui, pour moi, est même plus intéressant que le Moto Z. Pour la plupart des gens, le Moto Z, il va être utile pour ceux qui veulent un appareil fin. Alors aujourd'hui, fin, est-ce que c'est vraiment utile? Un appareil fin avec de la 2K. Est-ce que c'est vraiment utile aussi? La vraie différence entre les deux, c'est, là on a la jack, mais elle n'est pas forcément extraordinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autant sur le Moto Z, même si on a l'adaptateur, on est censé quand même toujours avoir le DAC de la puce audio du Snapdragon 820, donc c'est elle qui prend la main, qui sera bien meilleure. Donc ça là-dessus, après c'est une histoire de choix, même si je ne suis pas pour l'USB-C. Enfin, pas en tout cas pour l'utilisation de l'audio et faire disparaître la jack. Néanmoins, donc c'est un appareil que je trouve assez bon. Ce qui est dommage, c'est le capteur photo qui est pas forcément extraordinaire, notamment qu'il n'y a pas de stabilisation optique. Donc en termes de vidéo, même s'il peut faire de la 4K, la stabilisation ne sera pas du tout parfaite. Mais globalement, on est sur un bon appareil. On a un bon écran AMOLED aussi, pour ceux qui aiment l'AMOLED, ça c'est plutôt bien. À voir si dans le temps il va y avoir des soucis de burn-in qui peuvent revenir, donc ça c'est un peu le souci des écrans AMOLED, mais ça a tendance à disparaître. Non, globalement, j'ai pas de gros défauts à dire sur cet appareil. Ça reste des petits défauts qui sont même logiques pour un milieu de gamme, hein, comme je dis, la puce audio, l'appareil photo, qui eux sont totalement logiques. C'est normal qu'à 300-400 euros, on soit en dessous de ce qu'on peut trouver ailleurs, sauf forcément pour ceux qui jouent la carte du prix et de l'internet, comme OnePlus ou Honor, entre autres. Le choix toujours un peu étrange, c'est toujours ce côté micro d'ailleurs qui est à l'avant, qui est beaucoup plus discret que le Moto G4, et l'arrière ici, et ça c'est un petit peu dommage, ce qui fait que ça casse un peu le design. D'ailleurs on voit pas trop ici, je sais plus si je l'ai montré dans le design, mais on l'a ici, et ce qui fait que c'est pas extraordinaire. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cet appareil. La dernière chose, c'est surtout, alors là ce qui est assez étonnant, c'est que le câble micro USB-C n'est pas inclus dans l'appareil. On a juste le chargeur qui lui est un chargeur dans lequel on ne peut pas enlever le câble. Donc le câble est fixe et on peut pas le brancher à son PC. Ce que je trouve un peu étrange, ce que je trouve assez très très bizarre à l'heure actuelle, mais bon, à voir dans le temps. Globalement, en tout cas, je suis quand même content de l'appareil. Clairement, j'ai pris mon pied, j'ai pu l'utiliser sans problème. Et ce qui est vraiment génial, c'est son autonomie. C'est vraiment son intérêt principal, c'est son autonomie. Couplé, bien évidemment, par exemple, son autonomie avec l'Incipio ou encore avec le module, même s'il est un peu cher, le module Instagiaire Projecteur, ça permet d'avoir un appareil qui est très très nomade et qui va vous permettre de vous balader sans problème. Et si vous avez tendance à beaucoup bouger, et si en plus de ça vous pouvez regarder les films, je vous conseille de regarder de nouveau le test, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le test du Instagiaire Projecteur, qui est vraiment un bon projecteur, même s'il est cher. Ça peut valoir le coup pour ceux qui bougent beaucoup justement, et qui vaudraient beaucoup le coup avec cet appareil. Voilà un petit peu comment je le vois. C'est vraiment l'appareil nomade pour ceux qui veulent pas forcément recharger tous les jours, qui veulent juste avoir une très grosse autonomie pour être sûr de tenir la journée, comme par exemple moi. Et là, pour le coup, il remplit un peu ces critères-là. Pour finir cette conclusion par rapport au Moto Z2 Play, j'en entends un petit peu parler les rumeurs, justement les caractéristiques sont un petit peu en train de tomber. Il ne devrait pas y avoir de grosses différences, notamment le fait que c'est un wagon processeur, c'est le 626. La seule chose qui va apporter, c'est de pouvoir avoir le double capteur et peut-être une amélioration de la vitesse 4G, mais c'est tout. Donc ce qui fait que là-dessus ça va pas bouger. Là où ça va bouger, c'est plus à mon avis, je crois qu'il va y avoir 4 Go de RAM. C'est peut-être ça où ça va changer un petit peu, mais est-ce que c'est important à l'heure actuelle? Non. Et la batterie devrait descendre à 3000 mAh, ce qui fait qu'il sera moins autonome. Donc est-ce que par rapport au Z2 Play, il devrait y avoir
un intérêt à prendre le Z2 Play? Je ne suis pas sûr. Je suis même sûr que celui-là sera plus intéressant. Donc là-dessus, voilà, je pense que même à l'heure actuelle, il est encore très bien. Et il va mettre du temps à vieillir du fait que le processeur est vraiment bon et que les 3 Go de RAM sont à l'heure actuelle, avec un écran 1080p, largement suffisants. C'est vraiment là-dessus. Donc ça reste un excellent choix aujourd'hui. Même à la sortie du Z2 Play, je suis pas sûr qu'il va vraiment vieillir. Je suis sûr qu'il va même être un peu le concurrent du Z2 Play, notamment à cause de son autonomie. Donc voilà un petit peu pour cette grosse conclusion. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager comme d'habitude. Et donc voilà un petit peu. J'ai fait un petit peu le tour de cet appareil, un appareil qui m'a beaucoup plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.